Ça fait plus de 10 mois que les forces de l'East African Community ou de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est sont présentes, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, une région où pilulent des centaines de groupes armés depuis 2 décennies. Maintenant, aujourd'hui, la question de la sécurité dans la région semble en tout cas trouver sa solution dans la partie est de la RDC. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, les efforts qui sont conjugués fournissent-ils les résultats escomptés? On vient de prolonger du mandat de 3 mois, le mandat des forces de l'EAC sur place à Kinshasa. En tout cas, on a montré, certaines personnes ont montré que ces personnes n'étaient pas pour cette force. Dans la partie Est, la situation est tout autre. On va examiner l'efficacité, surtout les résultats de cette force depuis qu'elle est en place depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, les gens qui critiquent cette force, sur quelle base leurs critiques sont-ils fondées? On va également voir les difficultés sur terrain, mais également le gouvernement congolais avait même envisagé une arrivée imminente des forces de la SADC dans le même espace, sinon dans la même zone d'opération que l'EAC. On a envisagé le départ de l'EAC pour être remplacé par celle de la SADC. Est-ce que c'est une chose faisable aujourd'hui? À côté de ces forces, il existe une autre force qui existe depuis 1999. Il s'agit de la MONUSCO. Dans tout ça, c'est quoi le rôle de la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO produit-elle les résultats qu'on attend d'elle? Quels sont les défis qui se dressent devant le chemin de la MONUSCO? Où a-t-elle failli? On va voir ça dans cette émission. Avec moi, sur ce plateau, je suis avec Maître Faustin Morangwa. Il est avocat et observateur avisé de la politique au niveau de la région des Grands Lacs. Bienvenue, Maître. Merci de nous avoir invités encore. Voilà, et avec nous également un autre connaisseur de la région. Il s'agit de Albert Rudatsimburgwa. Il est journaliste et analyste politique. Il suit les événements dans cette région depuis plusieurs années. En tout cas, il en connaît quelque chose. À tous les deux, j'aimerais tout d'abord poser la question. La question de la sécurité au niveau de la région des Grands Lacs, aujourd'hui nous en parlons depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois maintenant, notamment avec les M23 qui ont repris les armes dans la partie Est. Est-ce que c'est une question qui est une priorité pour les membres de cette communauté? Je parle de l'EAC. C'est une priorité pour tout le monde, Maître? Oui, c'est une priorité parce que l'insécurité à l'est du Congo, c'est l'insécurité de toute la région. Parce qu'il faut voir que tout ce qui se passe au Congo affecte les pays voisins. Parce qu'il faut voir que ces militaires ne sont pas là juste parce qu'ils doivent être là, mais il faut voir que dans chaque pays, sauf le Kenya et la Tanzanie, mais il y a une milice burundaise qui opère dans l'est du Congo, il y a une milice ougandaise qui opère dans l'est du Congo, il y a une milice rwandaise qui opère dans l'est du Congo. Si rien n'est fait, l'insécurité au Congo risque d'embraser toute la région. Voilà l'enjeu au fait. Albert, êtes-vous du même avis? Est-ce que la question de la sécurité, sinon de l'insécurité au niveau de cette région, c'est vraiment, ça préoccupe tout le monde au même plan? Est-ce que c'est une priorité pour tout le monde? Non, je ne crois pas. J'ai un avis là-dessus un peu différent de mon ami et copanéliste, dans le sens où je crois que tout ça a commencé par une mise en scène et je dirais un brouhaha que le Congo a lancé en étant dans
la seconde partie du mandat de l'actuel président. Je veux dire, ça fait avant... Et aussi, par exemple, comme ces histoires que même vous répétez avec tout le monde, je veux dire, le M23 n'a pas subitement commencé à prendre ses armes. Je veux dire, ça a été dû à cette histoire aussi que il ne faut pas oublier, le président a déclaré tout d'un coup opération de l'Est, gouvernement militaire, il allait tout nettoyer, mais il savait très bien qu'en fait, tout d'un coup, il allait mettre tout ça en branle, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est lui le premier qui est venu pleurer à la région, à Nairobi, pas en disant qu'il a un problème de 130 groupes armés, mais qu'il a un problème avec le Rwanda. Donc c'est ça aussi, on oublie, mais ce sont ça les étapes. Et puis tout le monde lui a dit, écoute, certainement, mais alors il faut que tu négocies avec tout le monde, etc. Il a fait semblant de négocier avec tout le monde. En fait, il leur a donné des per diem et il n'a pas voulu le M23. Et là, pour faire une avance rapide sur bande, la dernière réunion, justement, laquelle Museveni a montré qu'il voulait encore donner quelque chose là-dedans, avec Nairobi, avec Uhuru Kenyatta, qui est quand même le médiateur attitré de la région, eh bien, ils attendaient le Congo pour venir négocier avec les M23 au Congo, en Ouganda, et le Congo n'est pas venu. Et le Congo a déjà fait X rendez-vous auxquels il ne vient jamais. Donc je crois que tout le monde sait très bien qu'il y a ici, pour l'instant, je crois que les gouvernements sont conscients qu'il a tenu tout le monde en haleine pendant 2 années, en folie, en criant aussi à l'international, aux Chinois, aux Russes, aux Américains, aux Européens. Aidez-moi, aidez-moi. Je crois que tout ça, pour l'instant, je crois que les gens, sur 2 ans, ont quand même vu de quoi il s'agit. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus préoccupant aujourd'hui qu'hier. Albert se montre assez pessimiste quand même pour ce qui est de l'ordre et surtout de l'importance qu'on accorde à la question de la sécurité. Mais quand même, c'est dans un contexte bien particulier que ces forces de l'EAC sont arrivées en RDC, dans la partie Est. On a eu tous les membres de l'EAC sont présents, sauf le Rwanda, notamment pour ce qui est des opérations sur terrain. Maître, au regard... il y a quand même presque une année que ces forces sont sur place. Il y a eu une situation particulière, un contexte particulier dans lequel cette partie était à l'époque. Est-ce que, pour poser la question de manière un peu pessimiste, c'est avant comme après, ou c'est après comme avant, ou les choses ont changé? Ce qui a changé, c'est seulement la position qu'occupait le M23. Le reste, c'est les mêmes préoccupations, parce que c'est même devenu plus grave, parce que actuellement, les gens se font tuer, que ce soit à Goma, que ce soit à Massissi, que ce soit dans toute la région. Ils se font tuer par qui? Ils se font tuer par les milices dont je parlais. Ils se font tuer par le FDLR, ils se font tuer par leurs frères en armes, les Wazalendo, les Codeco et autres. Et les forces qui sont censées assurer la sécurité ne font rien pour assurer la sécurité de la population. En fait, là où j'ai rejoint Albert, c'est que, ils sont là pour des enjeux politiques, politico-politiques, mais ce qui regarde la sécurité, rien n'est fait. Parce que même actuellement, on parle de mandat, mais on ne parle rien à propos de la mission de ces forces. Parce que ces forces... Mais qui dit mandat dit un mandat, quand même, c'est basé sur une mission bien précise. Est-ce que vous voulez dire qu'après autant de mois, autant de temps,
on n'a toujours pas défini le vrai rôle de cette force sur terrain. Mais il faut voir qu'au départ, la mission était claire. C'était d'assurer une zone tampon entre les forces gouvernementales. Mais à Kinshasa, on dit qu'il n'a jamais existé de zone tampon. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. En fait, à Kinshasa, ils ont donné leur propre mission à la force. Et c'est là l'origine des critiques et même l'origine des challenges que font face ces forces armées. Parce que auparavant, ils étaient censés assurer la zone tampon entre la force gouvernementale et le M23 pour au moins faciliter les dialogues entre le M23 et le gouvernement. C'est que le gouvernement de Kinshasa n'a jamais voulu entendre de leur... Par contre, ils ont toujours souhaité que, en fait, ces forces soient une force soi-disant offensive contre le M23. C'est que, à mon sens, c'était disons, un échec. Parce que tout le monde a vite compris que le M23 n'est pas par hasard, que le M23 est né pour une cause, pour une raison, que une fois on résolut ce problème, et ce problème, c'est le problème d'insécurité à l'Est. En fait, j'aime le dire dans un simple mot, en fait, insécurité à l'Est créée par qui? Créée par en fait, les milices étrangères qui sont venues chasser les nationaux. Parce qu'actuellement, c'est qu'on ne parle pas des réfugiés congolais, que ce soit au Rwanda, en Ouganda, au moins dans toute la région, actuellement, qui vont aux États-Unis, chassés par le FDLR. Et on n'en parle pas. Et normalement, la mission de la force est-africaine devrait être de s'assurer, soit d'assurer que le dialogue soit entre le gouvernement congolais et le M23 pour trouver l'issue à ce problème, ou bien s'assurer soit de combattre le FDLR et les déloger une fois pour au moins assurer le retour des réfugiés et installer la sécurité encore à l'Est. C'est quand même assez compliqué, Albert, qu'aujourd'hui, après autant de mois des opérations sur terrain, tous les deux ici sur le plateau, mais également en dehors de ce plateau, on a du mal à trouver des gens qui nous disent clairement quels sont les acquis de cette force après autant de mois et après une extension de son mandat de 3 mois. Alors, je pourrais peut-être étendre l'histoire. Oui, bien sûr. Depuis 1999, vous l'avez dit, il y a une force de la MONUSCO. Oui, la MONUSCO, oui, elle existe depuis 1999, oui. Donc, ça fait un quart de siècle. C'est le même problème. Ça veut dire qu'on peut apporter même une force de la planète Mars, mais si Kinshasa n'est pas résolu en fait d'être aidé et de faire quelque chose. Mais le gouvernement, vous dites Kinshasa, c'est la capitale, Kinshasa, oui, ça représente le pouvoir de la RDC, mais quand même, depuis 1999, le président actuel, mais c'est la même chose. Entre lui et 99, il y a eu 2 autres présidents. Mais c'est le même principe. Ça veut dire que Kinshasa, et peut-être pour les gens qui nous suivent, il faut qu'ils sachent qu'ils sont à 2600 km. Donc, je veux dire, Kinshasa... Du théâtre de... Oui, en fait, comme je sais que les Africains se réfèrent facilement sur l'Europe, je vais vous donner un exemple avec l'Europe. Je vais vous dire que c'est comme si vous étiez à Lisbonne et ils doivent s'occuper au Portugal et ils doivent s'occuper de Copenhague au Danemark. Ou bien à Paris, il faut s'occuper de... Qu'est-ce que vous allez demander à un Lisbonien, les histoires qui se passent à Copenhague? Donc, à Kinshasa, on ne sait même pas
Il y a des tonnes de gens qui ne savent même pas, par exemple, qu'il y a des Congolais qui sont rwandophones. Ils se disent, mais c'est le Rwanda qui nous attaque. Alors Albert, Donc, vous dites qu'après autant de mois, on a parlé du M23 quand même, on a parlé de la question des rwandophones, on a parlé des discours de haine. Est-ce que vous voulez dire même la classe intellectuelle à Kinshasa ou dans la partie ouest et même ceux de la diaspora n'arrivent toujours pas ils faire la part des choses. ils parlent portugais, ils sont à Lisbonne. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qui se passe à Copenhague? Mais quand même, quand ils disent sauvez l'Est de la RDC, faites ceci. Mais ils ne connaissent pas. Mais justement, Ils ne connaissent pas. Vous pensez que c'est là que réside le vrai problème? Mais bien entendu, parce que je veux dire, aujourd'hui par exemple, imaginez-vous, à Goma, il y a quelques jours, pom, massacre. Massacre. Plus de 100 personnes tuées, qui sont désarmées en plus. Mais à Kinshasa, on a parlé des bévues, pas de massacre. Oui, mais on sait que c'est un massacre. Ça, qu'on le masse ce qu'on veut, mais c'est un massacre. En plus, c'était télévisé. Il y a plein, parce qu'on est en 2023, tout le monde a un téléphone qui filme. Donc, tout ça, on le sait. Mais il y a, je crois, quelque chose. Il y a des acteurs que vous ne nommez pas, je crois. Parce que tout ça se passe avec en pleine vue des Américains, des Européens, qui, il n'y a pas longtemps, ont donné encore une liste de sanctions de gens, bazar, entre autres les Américains, un général qui défend son pays, qui est accusé de faire des choses au Congo. Mais tout ça, c'est des chèques en blanc pour dire à Tshisekedi, fais ce que tu veux, on est là, il n'y a pas de problème. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, tout le monde, en fait, tourne les yeux, parce qu'on ne parle pas de cela. Mm-hmm. Et c'est ça, en fait, les gens qui je dirais, boycottent même cette région. Parce que cette région a déjà dit plusieurs fois à Kinshasa, écoute, on va te régler les histoires. Il faut bien... Maître Fossin a dit une chose. Le M23, à aucun moment dans le passé, et maintenant c'est même bizarre que justement les choses ont changé, n'a été jamais vu comme une force négative. Parce qu'on savait qu'elle était là pour une raison sociale et de paix et de survie pour les communautés dont elle est issue. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune force qui allait venir ici de la région qui allait combattre le M23. Comme il a dit, dès le départ, les gens qui savent comment ça fonctionne d'habitude, quand il y a une force comme ça qui vient, c'est pour faire une force intermédiaire, pour pas qu'on brise les cessez-le-feu quand on décide qu'il y a des cessez-le-feu. Donc il y a une zone tampon. Les Congolais, ils savent pas, ils comprennent même pas. Ils disent comment? Mais on est chez nous. On est souverain, c'est le seul souverain. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aller là? Et pourquoi est-ce qu'ils ne combattent pas le M23? Ils ne sont pas venus combattre à la place des Congolais. Ça, si les Congolais ont demandé l'aide de la région, c'est parce que les Congolais ne savent même pas les combattre. La question qui est là, lorsque vous dites les Congolais, quand même, tout le monde n'est pas décideur à Kinshasa, tout le monde n'a pas la même connaissance, ou le même entendement de la question. Tout le monde ne va pas à Luanda, tout le monde ne va pas à Nairobi, mais quand même, après autant de mois de crise, autant d'années de crise, vous pensez qu'il existe encore un problème de pédagogie par rapport à la compréhension de l'opinion publique, de la vraie question de sécurité à l'Est? Oui, parce que Albert a parlé de... Je vous coupe pas la parole, mais s'il existe ce problème-là, à qui cela profite? Pourtant, les autorités disent œuvrer pour le retour de la paix, de la sécurité. En tout cas, c'est le discours officiel à Kinshasa. Je pense pas à ça. S'ils œuvraient vraiment pour la sécurité à l'Est, ils devraient comprendre que l'opportunité se présentait de faire la paix avec le M23. Ils n'ont pas profité de cette opportunité. Par contre, je crois que dans leur intime conviction, ils se félicitent
de ce que la force est-africaine les a servis, parce qu'il les a servis en fait des moments d'éviter à ce que le M23 puisse libérer Goma. Et le M23 s'est décantonné des zones occupées. Et ça a été un moment pour Kinshasa pour s'armer, pour aussi... Un moment de répit. Oui, oui, parce qu'on n'avait jamais entendu... Donc, ça n'avait jamais été officiel de voir que le Kinshasa, au moins, collabore de façon directe avec les Ouazalendo, parce que si actuellement les massacres dont Albert fait allusion, à savoir le massacre des Ouazalendo, moi je parle de, c'est vrai, c'est des massacres de personnes non armées, mais il faut comprendre que c'est une distinction entre milices. Il faut le comprendre. Et comment ça se passe? Parce qu'il y a ce qu'on ne nous a pas montré, il y a des armes qui ont été saisies, il y a des armes qu'on a vues entre les Ouazalendo et les troupes gouvernementales. En fait, ça démontre un peu comment la stratégie fonctionne. Actuellement, c'est le moment de Kinshasa de se mettre ensemble avec les Ouazalendo, de se mettre ensemble avec Codeco, FDLR et les autres milices autour. Et le moment de leur donner des armes, le moment d'occuper des positions stratégiques. Moi, je crois qu'ils devraient, par contre, moi je parle des autorités, ils devraient se féliciter. Mais voir la population derrière se plaindre contre les forces de East African Community, moi je crois qu'il y a un problème sérieux des zones, disons, disconnectées avec l'Est, parce que Kinshasa c'est très déconnecté, parce qu'il faut comprendre que même les autorités qui sont originaires de l'Est sont traitées à Kinshasa pour des Rwandais. À savoir tout ce qui vient de Kisangani, de Butembo, de Rutshuru, de Masisi, de Goma et de Bukavu, tous sont traités de Rwandais. Mais la question que moi je veux poser ici, nous avons une situation chaotique pour du moins les responsables politiques au niveau de la région pour prendre déjà la décision d'envoyer des troupes sur terrain. Albert, c'est que les besoins s'imposaient d'envoyer les troupes. Est-ce que ce sont des troupes qui ont pris leur marque déjà à leur arrivée pour dire aujourd'hui ils comprennent mieux la question, parce qu'on a dit on déploie des forces sur place, mais dont les autorités politiques ne comprennent pas forcément la situation exactement telle qu'elle se présente. Si on met un peu de côté Kinshasa, est-ce que les autres membres de l'EAC, qui n'ont pas forcément fait partie de l'histoire de cette insécurité qui a rongé cette zone-là, je parle par exemple du Kenya, qui n'a pas de frontière directe avec la RDC, dont les groupes armés ne menacent pas la sécurité. Est-ce qu'on peut dire par exemple que eux, aujourd'hui, comprennent mieux la situation sur terrain et que peut-être la manière d'agir, le discours, l'attitude face à cette situation de sécurité, à cette question de sécurité, il y a une meilleure compréhension? C'est toujours tout un exercice de vouloir donner un cadre rationnel dans l'empire de l'irrationnel. Et le Congo, c'est l'empire de l'irrationnel. Donc, je vais répondre sur deux niveaux. Mais justement, c'est ça même je vais répondre justement la mission de l'EAC. Oui. Non, ça c'est ça que je dis, ça c'est le côté rationnel. Maintenant, mais dans l'empire de l'irrationnel. Le Kenya a été un des premiers à dire on vient
etc. Parce que Ils ont été même les premiers sur terrain. Hein. parce qu'ils ne connaissaient pas le Congo. C'était les seuls qui ne connaissaient pas le Congo. Depuis lors, ils ont vu toute l'irrationalité, parce qu'il y a une partie que Maître Murangwa n'a pas vraiment Pointé, souligné. L'irrationalité, et surtout sur les réactions que vous aviez il y a 2 secondes, au Congo, voire aujourd'hui, qu'il y a autant de gens qui sont sombrés dans des théories qui datent de la colonisation, sur des histoires de Bantous et de Nilotiques. Donc, et de dire, ah, mais ceux de l'EAC, ce sont tous des Nilotiques. Même les Kenyans, là, ils sont des Nilotiques, ils ressemblent aux Rwandais. Donc, du coup, parce que les Kenyans, qui étaient qui étaient professionnels, sont venus comme une force d'interposition. Ils ne sont pas venus pour combattre des gens qui n'ont pas envie de se battre. Et en même temps, ça, ce sont des discours tenus par des citoyens lambda. Non, ça ne devient plus des... Vous parlez des officiels qui disent ça, Albert. Mais absolument. Mais Bitakwirwa, ou je ne sais plus là, il est maintenant, il fut ancien ministre et il est sur la plateforme comme le guide suprême pour le truc de Tshisekedi. C'est quand même des officiels. Donc, et avoir des gens, attendez, même maintenant, je veux dire quelqu'un comme le docteur Mukwege, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a annoncé, hein? Les Belges vont trouver une façon quand même d'avoir... Parce que son parti n'avait pas été accepté. Hein. Ils ont quand même trouvé une façon de le mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lui, un prix Nobel qui dit que le Burundi contrôle tout la Russie, qui dit que tout l'Ouganda et le Rwanda, et dit les Kenyans contrôlent toutes nos banques, il faudra... Donc, ça a l'air vraiment... C'est vraiment un discours hitlérien, je dirais. Hitlérien, je dirais, par le fait même de dire il faut ramener le Congo aux Congolais. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire que lui, il nie même la congolité de tous les gens de l'Est. Mais il y a quelque chose de très important aussi. Donc cette histoire de racisme qui est partout maintenant. Parce que je veux dire, quand on en arrive à ce point-là, mais il y a quand même une question que les gens doivent se poser. Un pays qui est si grand, qui a 100 millions d'habitants, quel est le problème? Et qui est si riche, comment est-ce qu'un pays comme ça doit aller demander au monde entier de venir l'aider? Mais ça devrait être la première puissance de l'Afrique. Donc le problème est vraiment là, c'est chez les Congolais. Et donc ce n'est pas des gens qui sont à Kinshasa. Vous avez vu maintenant, même pour... Il n'y a aucune route qui fonctionne, il n'y a pas de route. Et il n'y a déjà plus d'avions maintenant pour aller à Lubumbashi de Kinshasa, mais c'est l'horreur. Ouais, la compagnie nationale, elle a des soucis. Voilà, elle a des soucis, oui, elle ne vole plus. Et même, donc, tout est en train de se dégrader. C'est vraiment pratiquement une ambiance de fin du monde, pratiquement, pour beaucoup de gens. Et c'est la misère. La misère n'a fait que s'enfoncer. Je veux dire, depuis que Félix Antoine Tshisekedi... Mais on dit qu'il y a des dépenses quand même faites aujourd'hui par rapport déjà à l'armée qui se réorganise à Kinshasa pour assurer la sécurité à l'Est. Mais comment c'est toujours au futur? C'est toujours, on va faire. Ça fait 4 ans qu'il est là. Il n'a pas de problème de moyens. Mais justement, les moyens sont mis pour mettre en déroute, par exemple, les groupes armés à l'Est. Quel pays est-ce que vous avez vu qui... Dès qu'ils ont un nouvel uniforme et un nouveau fusil, ils les font parader dans Kinshasa, blablabla. Mais quel pays vous avez vu ça, ce cinéma? C'est aussi pour rassurer la population. Mais quelle population? S'il y a un changement, s'il y a une nouvelle donne, par exemple... Mais franchement, une nouvelle dotation. Non, mais attendez. La population doit connaître quand même. Ne me dis pas que tu es quelque part. Ne me dis pas que tu as grandi au Congo. Je n'ai pas encore vu un seul pays qui fait ce genre d'histoire.
l'histoire. Mais non. Mais vous en Mais avez non, vu quand non, tu essaies de trouver des excuses. Mais la réalité, franchement, si tu amènes tout ça, en plus de ça, amène tes hommes à l'Est, fais-les combattre. Là, tu vas rassurer les gens. Mais si c'est pour les parader à Kinshasa. Voilà Mais combien de fois on ne les a pas vus se parader? Combien de fois? Depuis 2 ans, est-ce qu'on n'a pas vu? Waouh, 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 waouh. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Des gens dans la rue, dans Kinshasa, en uniforme, avec des... Où est? Mais tout ça, est-ce que c'est une ambiance, c'est un... Oui, c'est vraiment ça le mot, c'est l'ambiance. Non, justement, c'est une ambiance qui apporte des signes d'un partenaire régional qui veut aussi concerner, qui veut aussi apporter du sien pour le retour de la paix et la sécurité dans sa partie est, une zone qui concerne ses voisins, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, par exemple. On parle des ADF, on parle des FDLR, vous parliez. Il y a également le Burundi dont la sécurité est menacée dans la partie de Sud Kivu, notamment dans la partie la plaine de la Ruzizi et tout ça. Est-ce que tout ça, c'est un ensemble qui rassure les partenaires venus aider le Congo à pouvoir apporter justement cette paix et cette sécurité dont le Congo a besoin et dont les voisins et la région a besoin? Malheureusement pas. Parce que si le Congo avait la volonté, au fait, d'aider ses voisins à améliorer les conditions de sécurité, il commencerait par entendre le vrai problème. Mais actuellement, le Congo n'entend pas du même oreille que ses voisins, parce que ses voisins, ils ont directement compris que le problème n'est pas le M23, que par contre, le problème, c'est ce qui a fait le M23 à intervenir, parce que le M23 a intervenu pour une question de survie, parce que tout le monde comprend, même le Kenya qui n'est pas voisin du Congo, mais le Kenya accueille pas mal de réfugiés congolais. Et actuellement, une fois que les militaires kenyans étaient sur le terrain, vous avez vu, moi je crois que, en fait, tout le monde peut être de l'avis que il a fallu juste un tout petit peu de temps pour comprendre ce qui se passe dans la tête des autorités congolaises. Parce que quand le président Tshisekedi a commencé à s'attaquer au général Nyaga et à ses troupes, tout le monde a compris que, en fait, Tshisekedi a compris qu'il n'avait pas de troupes pour se battre, que par contre, il voulait faire les autres à se battre pour une cause qui n'est pas les leurs. Parce que la cause de la région, c'est de défaire les milices qui ont fait que le M23 prenne des armes. Mais par contre, la cause congolaise, c'est une cause politico-politique de dire on est en train de sauver le Congo contre l'envahisseur. Ce qui ne tient pas aux yeux même actuellement de la SADC. Parce qu'actuellement, là où ça arrive, le Congo veut convaincre la Zambie de pousser les autres membres à amener la SADC à l'est du Congo. Ce qui ne tient pas. Parce que les Sud-Africains, ils ont déjà compris, l'Angola ne danse pas la même danse, parce que après que Joao a directement critiqué Tshisekedi qu'il est la cause du blocage, je crois que tous les autres ont compris. Et actuellement, c'est ça le vrai challenge de l'insécurité à l'Est et ce qui peut être l'insécurité de la région, parce qu'il ne faut pas oublier que le ADF menace pas seulement le Congo, mais menace l'Ouganda, que le FDL ne menace pas seulement les Congolais, mais menace aussi le Rwanda. La même chose avec les milices burundais qui opèrent à l'Est. Albert, on a vu quand même certaines
personnes déjà au niveau de la société civile. On a vu aussi certaines autorités, et même Maître Faustin le dit tout à l'heure, il y a le président Tshisekedi qui y avait clairement montré, il s'était affiché même en public, dans une conversation assez quand même chaude avec le général Niaga, avec son président, le président Ruto. Quels ont été les défis, par exemple, pour cette force sur terrain qui ont fait à ce que leur mandat, qu'on peut lire dans les papiers, dans les communiqués officiels, la réalité sur terrain, est-ce que ce qu'ils avaient ou ce qu'ils ont amené dans leurs papiers était ce qu'ils font sur terrain? Absolument. Je dirais peut-être le problème, c'est que c'était une force qui était improvisée parce que ça devait être une force est-africaine et donc il a fallu normalement le bloc régional doit mettre, c'est elle qui doit prendre ça en charge. Maintenant, ça a été chaque pays qui a dû, avec les moyens de bord. Donc, mais eux, ils ont fait ce qui est dans leur mandat, en fait. Ils n'ont pas dépassé cela. Qu'ils soient burundais, qu'ils soient kenyans, qu'ils soient quoi encore, je ne sais même pas. Je crois que South-Soudan. Soudanais, oui. Voilà. Donc, eux font leur boulot, mais en fait, le Congo n'est jamais venu à la table, parce que le but d'amener la force, c'était pour permettre des négociations. On n'a jamais négocié, donc on n'a pas avancé. Donc l'histoire de la force, ça reste, je dirais, un éléphant blanc. Je veux dire, on en parle comme ça, mais ce n'est pas le problème pour l'instant, de toute façon. C'est ni le problème. D'ailleurs, il y a d'autres petites choses qui devraient peut-être nous faire réfléchir, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez que même le secrétaire d'État Blinken avait fait un coup de fil, que ce soit à Kinshasa et à Kigali, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui croyaient, qui voyaient venir qu'en fait Kinshasa voulait déclencher l'apocalypse. Il voulait pousser tout jusqu'à venir même attaquer le Rwanda. Donc, mercenaires à l'appui, etc., etc. On a dit, écoute, ne va pas jusque-là. Retiens-toi. Donc, ça, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est avant les Gomatriciens. Les Gomatriciens, c'est le nom des habitants de Goma. Hein, oui, que personne ne croit que c'est une insulte que je viens de... Sans les Gomatriciens, oui. C'est le nom. Donc en fait, on voudrait, encore une fois, c'est ça que je dis, on voudrait rationaliser quelque chose qui est irrationnel. Mais par contre... Mais c'est là, Albert, ça reste d'actualité. Il faut demander les gens de Goma, ils te disent que même actuellement, oui, l'avion qui ravitaille les missiles, que ce soit les drones de combat, donc la suite des avions qui ont fait un petit atterrissage à Gisenyi. Donc, les fameux Sukhoi? Oui, les fameux Sukhoi. Donc, en fait, la suite est là, que la suite se prépare et que tout le monde qui devrait faire attention de ce qui peut-être Kinshasa prépare, mais de toute façon, il y a ce qui prépare la paix, à savoir la communauté est-africaine, mais Kinshasa prépare la guerre. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Bon, ce serait suicidaire, je dirais, parce que en fait, ils comprennent rien à la guerre, et donc ça peut se faire, mais on sait très bien que
leurs mercenaires sont là, ils ont de nouveaux uniformes, on les a vus, etc. Pour eux, c'est peut-être la solution ultime du pourquoi ils ont tout déclenché. Parce que tout a commencé en novembre 2021. C'est là qu'ils ont commencé tout d'un coup, spécialement à s'attaquer au M23, alors qu'ils avaient des accords avec le M23, alors que le M23 avait été à Kinshasa, alors que le M23 avait normalement un projet avec le président Tshisekedi de créer une force de brigade spéciale pour ramener la paix dans l'Est. Au lieu de cela, ils ont attaqué le M23 et on a vu tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc pour eux, il y a une certaine escalade. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui, les FDLR font partie des forces spéciales qui sont même autour du président Tshisekedi. Avons-nous des preuves, Albert? Par exemple, quand on dit ça, oui. est-ce que avez-vous des preuves pour étayer vos propos? Oui. Donc je le dis Quelles sans sont vos sources? diffamation, ça veut dire que les individus sont repérés et ils sont là et ils font partie de ça. Donc c'est quand même marrant qu'un président du Congo prenne dans sa garde spéciale des éléments génocidaires du Rwanda et en plus de ça combat des rwandophones congolais qui, eux, sont là pour la survie, pour se défendre de ces gens-là, dont le président aujourd'hui s'entoure. Hein? Et donc, tout ça, il y a peut-être aussi un autre volet. Nous allons du mal en pire? Ah, on va de mal en pire. On va de mal en pire. Vous savez, la guerre du Sud-Soudan, ça a fait à peu près 2 décennies. Parce que les Sud-Soudanais ne se sentaient pas intégrés dans le Soudan. Maintenant, on vient de faire un quart de siècle, 24. Or, en fait, toute la richesse du Congo, elle est produite à l'Est. À l'Est. Tout. Elle est consommée à l'Ouest, à Kinshasa. Il n'y a rien à l'Est. À l'Est, ça n'a fait que se dégringoler depuis les 20 dernières années. Donc, un jour, même ces gens-là vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a encore même à faire avec Kinshasa? Et c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que je dis, on va du mal en pire. Oui, parce que ça ne va pas. Je veux dire, les gens ne peuvent pas faire. Ça fait maintenant des gens qui sont nés en 94, sont adultes aujourd'hui, ils n'ont jamais connu la paix. Certains sont réfugiés. Certains étaient réfugiés et sont maintenant dans le maquis, parce qu'ils viennent de là. Donc on va de mal en pire. Et il n'y a pas un politicien aujourd'hui, pas un, qui ait la tête sur les épaules de dire on arrête tout, on refait la nation, on refait le Congo, on est tous Congolais, etc. Et bâtissons. Il n'y en a pas. Tout le monde surenchérit pour avoir des voix, faire la guerre à l'Est. Lorsque vous parlez de voix, vous faites allusion aux échéances électorales qui arrivent incessamment. Est-ce que les échéances, par exemple, qui arrivent, ça pourrait entraver le processus et le travail des forces de l'EAC, par exemple? Ça a déjà entravé. Le processus électoral? Oui. Il faut comprendre que tout se joue par le simple fait de dire je suis le maître ou je suis la solution à l'Est, voilà, il faut voter pour moi. Et si ce qui a éclaté en novembre a éclaté, c'est de ce fait. Et le fait... Vous voulez dire, par exemple, que si aujourd'hui le président actuel, candidat à sa propre succession, dit, écoutez, les résultats que vous voyez sur terrain, si les armes se sont tues pendant un moment, c'est parce que j'ai dû faire comprendre aux autres membres de l'EAC qu'il fallait y aller comme ça. Oui, il n'a pas du crédit à tirer par exemple, du résultat des forces de l'EAC. Le fait de créer... Il aurait tort de dire, écoutez, si les armes se sont tues pendant un certain moment, c'est grâce à moi. Même le fait de ne pas négocier avec le M23,
moi, je sais qu'en réalité, il sait que c'est la solution au problème, mais il ne veut pas aller là, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas une carte électorale. Et Vous voulez dire qu'il veut gagner du temps? oui, il veut gagner du temps, mais en montrant qu'il a le muscle pour se battre. En fait, je crois que... Les muscles pour se battre sans se battre. oui, mais Oui. en fait, dernièrement, ils viennent de ressortir un autre livre blanc. Donc c'est pour ça, dans le livre blanc, ils ne vous disent pas qu'il y a eu un gain avec l'EAC, non. Ils parlent de nouveau de tous les problèmes. Je dis, en plus, c'est tellement avec des chiffres faramineux. Ils vont vous dire, il y a 2 millions de déplacés. 2 millions de déplacés, mais qui a été les compter même? Parce que ça, c'est simple de dire chaque fois, il y a 1 million de déplacés, il y a 2 millions de déplacés, il y a autant de ceci, il y a autant de cela. Personne n'est même sur le terrain. Vous voyez? Mais donc, ce livre blanc démontre très bien qu'il ne parle même pas, qu'il ne comptabilise pas le fait que la East African Force a fait qu'ils n'ont pas le M23 sur le dos. Oui. Ça fâche les partenaires? Les partenaires, non, les partenaires. Non, je veux dire les partenaires de la non, je paix. sais, mais non, de l'EAC. De l'EAC, c'est Non, ce que non, je veux non, dire. Non, moi je crois pas. Non, mais je crois même plus qu'ils sont au stade de se fâcher ou d'être heureux. Eux, Déçus, peut-être? ils voient la démence, c'est tout. Parce que chaque fois que... Mais en tout cas... Pour eux, c'est comme s'ils n'ont jamais été là? Non, mais attendez, Museveni, Mzee Wakazi, avec tout son pédigré qu'il a, qui convoque une réunion chez lui, où Uhuru vient, il appelle, il fait appeler à Kinshasa, on va venir, Mzee, on va venir. Ils ne viennent pas. Donc tu poses un lapin à Museveni. Et Museveni, qu'est-ce qu'il a encore comme Confiance. Rien. Même Kenyatta, qu'est-ce qu'il a encore? Pourtant, il a été le premier à vouloir vraiment dire ah ouais. Mais non, il n'a été que de déception en déception. Vous pensez que Uhuru, dans son rôle de négociateur, Mais même le chairman de la région, le président burundais, mais chaque fois il dit... le général Neva? Oui, oui, Ndayishimiye. Ndayishimiye. Oui, oui, Évariste. Mais il est déçu. Parce que chaque fois, parce que c'est lui qui est in charge pour l'instant. À Kinshasa, Albert. Mais oui, mais ça fait partie des choses justement. Ça fait partie de dire mais on fait des choses là. Pourquoi est-ce que tu ne bouges pas? Parce que c'est ça. Hein. Certaines langues disent qu'il n'a pas dit des choses qu'il devait dire à Kinshasa. Oh non, 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 il les a dit. Simplement, le seul problème, c'est que après, comme ça, on ne vous montre pas. Après, on vous montre ce que les Congolais disent. Mais parce que lui... Non, mais c'est incroyable. Okay. C'est comme à chaque sommet qu'il y a eu. C'est pour ça que le dernier sommet, il a fait fort. Parce qu'il a fait téléviser. Il a fait téléviser, donc les Congolais ne pouvaient pas venir avec l'autre version. Mais là-bas, à Kinshasa, tout ce qu'il lui a dit, par exemple, je suis sûr qu'il lui a dit, écoute, ce que tu as fait à Museveni là, vous croyez que les Congolais ont dit quelque chose? Rien, ils ont dit tout le contraire. Alors, avec l'extension du mandat de l'EAC, vous pensez que c'est mérité? Va-t-il rester dans le même fonctionnement? Par exemple, peut-on s'attendre par exemple à une nouvelle manière d'opérer ou cela pourrait apporter beaucoup plus de résultats qu'on en a vu lors des précédents mandats? Le mandat est mérité, mais je ne vois pas que ça va apporter plus de résultats aussi longtemps que, en fait, on est en partenariat avec des sourds. Parce que
si... Parce que ça tombe au mois de décembre qui coïncide avec les élections. Qui coïncide avec les élections et on comprend qu'après les élections, même si le gars veut montrer les muscles pour se battre, je crois jamais que tu peux faire la guerre juste pour faire la guerre. Il faut avoir un objectif et il faut avoir pas seulement les objectifs, mais il faut justifier cette guerre. Et je crois que en fait, tant que Kinshasa ne sera pas à mesure de s'asseoir sur les tables de négociation pour chercher la paix, le mandat de cette force sera toujours mitigé. Albert, on a parlé un peu de la MONUSCO, vous en avez aussi touché. Dans tout ça, la MONUSCO qui est là depuis 20 ans ou plus, on a vu une partie, vous avez parlé des massacres de Goma, on a parlé d'une partie de la société civile qui veut voir la MONUSCO partir du Congo, par exemple. Est-ce que tout ça, on peut envisager que l'EAC, la MONUSCO partent du terrain? Qu'est-ce qui va rester? Ou qu'est-ce que déjà la MONUSCO, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle apporte à ces initiatives, à ces efforts de la région? Non, mais la MONUSCO je veux dire, je comprends pas. Parce qu'on semble l'oublier et l'effacer même Oui, du mais tableau. justement, mais je veux dire, un des gros problèmes du Congo, c'est les ingérences occidentales. Et la MONUSCO était une force d'occupation occidentale. Force d'occupation, oui, c'est quand même fort ça. Mais non, ce n'est pas fort. Puisque je veux dire, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Quelle est l'accountability? Est-ce qu'ils sont redevables à qui que ce soit? Non, à des gens uniquement qui font leur propre calendrier, qui ne sont pas là. Ils sont sur un autre continent. Ils ne sont même pas à côté. Ils sont même pas en Afrique. Vous êtes de l'avis des gens qui veulent que cette force parte? Mais cette force, premièrement, je veux dire, oui, parce que c'est un brouillage. C'est un brouillage. Mais deux, que les Congolais soient contre la MONUSCO, bah, ils pourraient d'abord être contre leur propre force à eux-mêmes. Je veux dire, tout ça, c'est des montages, etc. Maintenant, pour la région, bah, à un certain moment, si le Congo ne veut pas, je crois que aussi la région, elle ne peut pas parce que c'est les voisins. Au moins, eux, ils sont là, ils sont obligés d'être au chevet quand même d'un voisin, même si le voisin est fou, mais il faut s'en occuper. Mais la MONUSCO, ça fait partie de justement toute cette ingérence occidentale. Parce que le plus grand problème du Congo, moi je ne dirais pas, c'est les Congolais, mais qui sont en fait pas parrainés par les Occidentaux. Si la MONUSCO a échoué, si elle ne figure nulle part, aujourd'hui il y a les autorités congolaises qui envisagent, certaines en tout cas veulent voir la SADC intervenir, venir dans l'action. Est-ce qu'on peut envisager par exemple un scénario où la SADC, l'EAC, la MONUSCO sur terrain? Non, moi je n'y crois pas trop à cette histoire-là. Je crois que la SADC... Vous avez une seule raison de ne pas y croire? Oui, parce que je veux dire, on a tellement rempli la chambre que je ne sais pas où... Il n'y a plus de place. Je veux dire, non, mais la SADC aussi, je veux dire, je sais pas... Ça serait un piège pour la SADC? Non, mais je veux dire, écoutez, la SADC, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue au Mozambique quand il fallait? Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps? Il a fallu que le Rwanda se pointe, tout d'un coup, la SADC est arrivée. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont jamais fait? Maintenant, il y a déjà l'EAC ici. Donc, s'ils ne l'ont pas fait au Mozambique, ils ne vont pas le faire au Congo? Mais ce n'est même pas une question... Non, ils ont été pour finir au Mozambique. Ils pourraient aller aussi aux choses, mais ils n'ont pas été. Il y a déjà l'EAC ici. Pourquoi est-ce que la SADC va commencer maintenant à se créer des problèmes, à cause du Congo, se créer des problèmes avec un autre bloc? Parce que c'est vers là qu'on voudrait amener ça. Et je crois que tout le monde fait du cinéma pour Félix, le président Tshisekedi. Donc, mais je ne crois pas. Parce que je ne suis pas sûr que l'Ouganda a envie de voir une force venir à côté de chez lui, qui vienne de je ne sais pas où, ni le reste de la région, je veux dire. Donc moi je crois que la SADC, tout ça, c'est du blabla, vraiment, beaucoup plus. C'est du bruit, je dirais, c'est du pink noise pour les médias. Mais je n'y crois pas trop. Voilà, en tout cas, on aura compris vos propos.
En tout cas, il y a un peu de tout, de l'optimisme et du pessimisme. Mais attendons voir ce que les 3 mois qui ont été accordés à l'EAC comme extension de leur mandat, voyons voir ce que ça va apporter et surtout la volonté politique qu'affichent les responsables politiques au niveau de la région. Voyons voir également que cela va apporter. Il existe un cadre bien précis. On a Luanda, on a Nairobi. Tout ça, espérons que à un certain moment, tout le monde va se mettre d'accord et surtout, tout le monde va revenir à la raison et surtout prendre la mesure de la question. Merci Albert et Maître Morangwa Faustin, à tous les deux et surtout à toutes les équipes au niveau de la région, de la régie plutôt, pas la région. On a tellement parlé de la région, de la régie. Merci à vous et surtout vous fidèles de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.